Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Orléans TV, fidèle à votre rendez-vous science H2O. Si je vous dis que je suis bien dans ma peau, ou encore prêt à vendre chèrement ma peau, ou à oublier les peaux de vache, vous allez penser que je suis en train de perdre la tête à l'antenne, mais rassurez-vous, il n'en est rien. Car aujourd'hui, nous allons précisément parler de cet organe indiscret qui reflète notre âme et raconte en couleur nos émotions. Comme disait Paul Valéry, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau. On a longtemps cru notre peau imperméable, elle ne l'est pas, et laisse pénétrer certaines substances jusqu'au derme, d'où elles peuvent passer dans la circulation sanguine. La peau transmet aussi au cerveau un de nos 5 sens, le toucher. C'est également la différence de couleur de peau, qui, à certaines époques, fit l'objet de réflexions incongrues à propos des races humaines. Dans ce numéro de H2O, je vous propose d'en apprendre davantage sur cette carrosserie qui nous protège de plus en plus efficacement des agressions du monde extérieur. En effet, grâce à une meilleure connaissance scientifique de la peau, la cosmétologie a pu faire des bonds de géant et devenir efficace. La peau qui nous enveloppe et nous protège n'est plus une simple membrane, mais un organe vivant, Gérard Redsignac. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Vous êtes directeur scientifique de Pacific Création, une entreprise basée à Chartres, membre de la Cosmetic Valley, le pôle de compétitivité. Alors, une question peut-être toute simple pour commencer. Qu'est-ce que la peau ? La peau, c'est, comme vous venez de le dire, Monsieur Clerc, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui est à l'extérieur de notre corps et qui permet d'ailleurs au corps d'être ce que nous sommes, puisque la première peau a été créée il y a 3,5 milliards d'années au fond des océans, et ça a été une membrane, et elle s'est spécialisée pour devenir la peau, et peut-être d'ailleurs que le corps entier est issu de la peau, et peut-être même le cerveau. Donc cette enveloppe, comme vous venez de le dire, c'est une carrosserie, elle nous protège du monde extérieur et protège bien sûr le monde intérieur. Et d'où viennent les différentes couleurs de peau ? Les couleurs de peau, elles remontent certainement à plus de 7 millions d'années, quand Lucie a dû se lever au milieu de l'Afrique où la peau était... Une de nos ancêtres, lointaines ancêtres. Je crois que c'était peut-être notre Ève quelque part. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la première femme. Et de cette femme qui avait la peau noire est née des différentes tribus qui ont bougé et qui ont migré sur la planète et qui sont remontées en Europe du Nord et dans les pays du Nord. Et là, la peau, petit à petit... par adaptation, puisque beaucoup de soleil en Afrique, pas beaucoup de soleil dans le nord, et la peau, c'est un lieu où se fabriquent des hormones, on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Oui. Et voilà, donc de tribu en tribu, d'adaptation en adaptation, la peau a pris différentes couleurs. Donc du noir, elle est passée au brun, du brun, elle est passée au jaune, elle est même passée au rouge quand les Amérindiens se sont installés, et après elle est devenue blanche, jusqu'à même l'albino, qui a la peau complètement blanche, les cheveux blancs et les yeux rouges. Et là, il n'y a plus de facteurs de pigmentation, mais là aussi c'est quelque chose d'assez fantastique, la peau et sa couleur. Alors la peau représente des chiffres assez étonnants. Nous savons que c'est l'organe le plus lourd, 2 kilos. C'est le plus étendu du corps humain, 2 mètres carrés. Il est d'une épaisseur de 2 mm et 1 cm carré de peau renferme 3 millions de cellules, 10 poils, 15 glandes sébacées, 100 glandes sudorales, 3 vaisseaux sanguins et 12 nerfs. Est-ce que c'est exact ? Écoutez, là c'est une valeur moyenne, parce que c'est vrai qu'en fonction de sa localisation, on est sur le front, il y a beaucoup de glandes, par exemple sébacées, parce qu'on voit que des fois on a le front gras parce qu'il y a beaucoup de fabrication de sébum, produit cosmétique d'ailleurs fabuleux que fabrique la peau. Bien sûr, la sueur, il y a des endroits où il y a plus de glandes sudoripares parce que la sueur est un climatiseur, ça permet à la peau de réguler sa température par évaporation d'eau. On en trouve plus sous les bras. Et vous voyez que ce sont des moyennes. Par exemple, 3 millions de cellules par centimètre carré, ce sont les cellules tuiles en surface qu'on appelle les cornéocytes. Mais quand on fait une biopsie, là, la peau fait 2000 milliards de cellules. J'imagine que ça dépend aussi de la taille de la personne, de son poids. Absolument. Une personne de 60 kilos a à peu près 60 000 milliards de cellules dans sa totalité, avec 2000 milliards de cellules dans sa peau. Avec des cellules importantes, ces tuiles qu'on appelle les cornéocytes, qui viennent des kératinocytes, mais ça aussi je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. On va le préciser tout à l'heure. Explorons à présent, si vous le voulez bien, Gérard Redsignac, une coupe de la peau sur laquelle figurent les principales zones
qui la composent. Donc en 1, nous avons l'épiderme. Quelle est sa fonction principale? L'épiderme, là, c'est la partie la plus importante de la peau, puisque c'est la partie qui protège la peau. Elle va protéger déjà contre la fuite d'eau. Oui. C'est une usine à cellules, ça fabrique des tuiles, c'est le toit, notre toit, le toit de la peau, c'est l'épiderme. Donc depuis sa base, ça fait à peu près 0,1 mm, là on n'a pas totalement la dimension sur la photo, mais sachez que la partie beige jusqu'en surface, oui, ça fait à peu près 0,1 mm, plus épaisse sous les pieds, parce que ça fait une épaisseur, ce qu'on appelle là un épais stratum corneum, oui, ou sous les mains. Mais dans cette partie, il y a toute la protection de la peau, les tuiles qui vont être jointives en surface, avec un ciment qui va protéger de la fuite de l'eau. Parce qu'on est quelque part un aquarium, 70% d'eau dans notre corps. D'eau dans notre corps. H2O, 70% d'eau dans la peau, et ça protège contre la fuite de l'eau. Alors le derme. Alors le derme, sous le toit, qui est cet épiderme, il y a une charpente de poutres de collagène et d'élastine avec des cellules charpentières qui sont les fibroblastes. Donc c'est le tissu de soutien, c'est le tissu conjonctif, et il est là pour soutenir l'épiderme, soutenir ce voile très fin qui est donc le stratum corneum et l'épiderme. Et en dessous, puis l'hypoderme. Et en dessous l'hypoderme. Alors là, c'est carrément le coussin protecteur. Aussi d'ailleurs le garde-manger de la peau, parce que quand des fois il y en a beaucoup, ça fait des formes sympathiques qui peuvent des fois excéder certaines femmes et certains hommes aussi. Mais c'est important d'avoir ces 3 niveaux, le toit, l'épiderme, la charpente, oui, qui est le derme, et en dessous l'hypoderme qui est là aussi, oui, comme un coussin contre les chocs. C'est un amortisseur. Alors la peau se répare et se renouvelle. On va voir une animation tout de suite à l'écran, et vous allez nous expliquer, Gérard Résignac, ce qui se passe dans ce renouvellement de la peau. Donc là, on est au niveau tout de suite en bas, c'est la maternité cellulaire. Les cellules se divisent pour devenir en surface des cornéocytes. Donc ce cycle est un cycle presque lunaire, entre 24 et 28 jours. Et là, donc, c'est un renouvellement cellulaire. Les cellules se spécialisent depuis la base jusqu'à la surface, où là, elles ressemblent même parfois comme à des cornflakes, vous voyez, comme des cellules tuiles étalées, rigides. Donc on part d'une cellule qui est comme un peu une marshmallow, un cube mou, qui va donner une fille, qui va monter, se charger de kératine. Oui. Kératine, oui, cette substance que vous trouvez dans les cheveux, mais qui est dans la peau, remplit ce rôle fondamental, qui est ce rôle mécanique de protection. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur un point. La peau est le reflet de nous-mêmes, vous nous l'avez dit, c'est la première chose que l'on voit chez une personne, et vous dites même la chose suivante, c'est le reflet de la santé physique et physiologique de l'individu, et voire l'estime de soi. Alors, il y a 2 mots fondamentaux que vous venez de dire, santé et estime de soi. D'abord, la santé, il faut se rappeler que le 11 juillet 1946 se réunissaient à New York 52 États pour définir, et ça s'appelait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ils, oui, ont défini le mot santé. La santé, c'est un état total, global, de bien-être, qui n'est pas seulement physique, mais mental et social. Et pas seulement l'absence de maladies et d'infirmités. Et quand je dis bien-être, la peau, c'est le bien-être. Donc déjà, je fais le plus beau métier du monde, oui, la cosmétique, parce que je maintiens la santé du corps humain au travers de maintenir la peau en bon état. Mais l'estime de soi, alors, c'est difficile à remarquer. Alors après, l'estime de soi, c'est, écoutez, quand vous êtes bronzé l'hiver, vous avez goûté au soleil, pas trop en abuser quand même, hein, ça peut être dangereux, mais c'est une estime de soi parce qu'on reflète vis-à-vis des autres la santé, on a des jolies couleurs, on a goûté au soleil, on a goûté aux vacances, ça montre aussi un statut social, la peau reflète aussi, on va dire, un certain standing peut-être, mais ça reflète la santé. Oui. Et puis, regardez en Asie, être blanc, c'est la culture aussi, la culture asiatique qui dit que d'être blanc, c'est d'avoir aussi un certain statut social. Donc vous voyez aussi cette estime de soi différente de pays en pays, de culture en culture. Et la peau, regardez le tatouage aussi, oui, le tatouage qui permet de dire, regardez, donc ça peut être un tatouage. Une forme de signe distinctif. La peau est un média, c'est une télévision aussi, elle permet de faire refléter, pas seulement des émotions, mais refléter, ce comportement que nous avons dans la vie. Je parlais en introduction des progrès effectués dans la cosmétologie. Alors, où en est la recherche dans ce domaine, et est-ce qu'on va arriver à l'onguent ou la panacée anti-vieillissement, par exemple? Alors écoutez...
Bien sûr, on y travaille et moi je convie tous les chercheurs du monde et dans la Cosmetic Valley, 4700 chercheurs, 4 universités et beaucoup d'entreprises travaillent autour de différents sujets et le vieillissement fait partie d'un des sujets majeurs. On a encore beaucoup de progrès à faire sur la recherche sur le vieillissement et bien sûr cette relation, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Paul Valéry, ce qu'il y a de plus profond chez l'homme c'est sa peau, mais ce qu'il y a de plus peut-être superficiel c'est le cerveau. Donc cette relation peau-cerveau, il faut continuer à travailler. Certainement aussi comprendre les médecines traditionnelles comme l'acupuncture. On enfonce des aiguilles dans la peau au niveau de terminaisons nerveuses et ces terminaisons nerveuses sont en relation directe avec le cerveau. Donc il y a énormément de progrès à faire dans ce domaine. Et bien sûr, travailler aussi sur la qualité de l'eau. Dans votre émission, vous en avez parlé. L'eau, c'est le premier aliment. On en a 70% dans notre corps. 70% sur la planète est couverte d'eau. C'est l'élément fondamental. Il faut travailler sur aussi la qualité de l'eau, la qualité des substances qui rentrent dans les produits. Quand vous ouvrez un pot de crème, c'est un centre de recherche que vous avez ouvert, mais c'est aussi le sourire du formulateur, celui qui a composé ce plaisir que vous avez à toucher, à sentir, à vous masser avec. Donc, c'est tout ça, la recherche en cosmétologie. C'est vrai que j'en parlerai pendant plusieurs heures. Arrêtez-moi. Vous êtes très passionné. Merci Gérard Retzignac d'être venu sur le plateau de H2O pour nous faire partager votre passion. On se quitte avec quelques images des numéros précédents de H2O et c'est pour vous remercier de votre fidélité, 1 an déjà de votre rendez-vous science. À dans 15 jours et en attendant, soyez curieux. Au revoir.